Europe 1. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. Allez, c'est le jour des téléflingueurs. Vous le savez, nos journalistes qui sont là autour de cette table, journalistes des médias et qui viennent commenter sans langue de bois toute l'actualité qui est très riche en ce moment, toute l'actualité des médias. Avec nous aujourd'hui, Émilie Lopez, bonjour. Bonjour. Journaliste à Téléstar, Éric Le Bourris, bonjour. Journaliste à Télé Loisirs et Maxime Guény, journaliste à Média Plus, bonjour également. Première info, c'est celle dont tout le monde parle dans le petit milieu des médias, même si à mon sens, le grand public n'est pas passionné par ça, mais c'est quand même important de savoir qui sera à la tête de France Télévisions, puisque on le sait, le mandat de Rémi Fimelin arrive au bout. Eh bien, il y a un nom qui ressort ce matin quasiment partout, c'est celui de Delphine Ernotte, directrice générale adjointe d'Orange France. Elle sera en pole position, elle a obtenu le plus de voix hier. Il y a un nouveau vote, je le disais tout à l'heure ce matin, et son nom sera peut-être officialisé dans la journée. D'abord, la première chose, et on l'a dénoncé hier sur cette antenne, c'était l'obscurité totale qui règne autour de la façon dont ces gens sont choisis. Certains ont été éliminés, une grande partie d'ailleurs, on ne sait pas pourquoi. Aujourd'hui, il en reste un certain nombre, on ne connaît pas ce nombre. Maxime Guény, d'abord, c'est une drôle de façon de procéder quand même, alors qu'on nous avait promis de la transparence. Une drôle de façon, on est en 2015, vous vous rendez compte, en 2015, l'ère de la transparence, et je suis impressionné par le manque d'opacité de cette nomination. Ce que l'on sait officiellement de la part du Conseil supérieur de l'audiovisuel, ce sont les 33 dossiers au total déposés. Mais rappelez-vous, France Télévisions, c'est un service public. Vous, comme vos auditeurs, comme moi, payons une redevance. Je pense qu'on se doit de savoir les avancées de la nomination du nouveau président, de savoir quelle est sa stratégie globale, où il va nous amener, parce que les programmes que l'on regarde, c'est les programmes que l'on contribue en quelque sorte financièrement. Et puis cette procédure est dénoncée. Elle est dénoncée par Rachid Arab, figure ancien membre du CSA, qui a travaillé sur France Télévisions, sur ce manque de transparence. Et puis cet épais mystère laisse craindre une certaine forme de choix arbitraire. Je ne l'espère pas tout d'abord. Et puis, il y a des professionnels reconnus dans l'entreprise des médias qui ont été considérés comme des favoris. Marie-Christine Saragosse et aussi d'autres professionnels qui n'ont pas franchi la première étape et qui ont reçu un message un peu lapidaire en disant non, vous n'avez pas été repris, et sans explication aucune. J'attends un argumentaire et j'attends franchement des explications claires et certaines. Et il est en colère, Maxime Guény. Éric Le Bourris, est-ce qu'il a raison ? Je crois qu'en France, en tout cas, le choix des patrons de l'audiovisuel et public en particulier a toujours fait polémique. Il faut quand même se rappeler d'où on vient. Dans le précédent système, c'est le président de la République qui choisissait directement les patrons. Là, il y a une autre forme, un autre choix qui a été fait, une autre procédure. C'est vrai qu'on peut lui opposer beaucoup de critiques. Et je crois surtout qu'aujourd'hui, on sera en droit de demander quand même à ce qu'effectivement les postulants soient reçus, puissent présenter leur projet, que ce soit projet contre projet, et que même on puisse imaginer que ces auditions soient retransmises à la télé. Pourquoi pas ? Ce sera un formidable progrès démocratique que les gens puissent bien comprendre les enjeux du service public aujourd'hui. Ce sera une vraie avancée, me semble-t-il. Et Émilie Lopez, il fallait rendre ça plus transparent globalement ? Oui, bien évidemment. Comme le disait Maxime, on paye tous une redevance. C'est notre télé de demain. C'est France Télévisions, c'est la télévision du service public. C'est 2,8 milliards d'euros annuels de budget versés par le contribuable. Donc oui, on devrait savoir. Et dernière question à vous, Maxime Guény, puisque vous êtes très remonté là-dessus. Delphine Ernotte, directrice générale adjointe d'Orange France, c'est une bonne idée ou pas, si c'est elle qui est élue ? Je pense que ça pourrait être une double bonne idée. Un, c'est une femme, ça serait une première pour France Télévisions. Et deux, elle a dirigé quand même un service de télécommunication. Et dans télécommunication, vous avez télévision et aussi vous avez tout l'univers qui va derrière. Mais un président de France Télévisions gère l'administratif, la logistique, les syndicats. Donc voilà, c'est vraiment un rôle de patron. Allez, on passe aux autres sujets dans l'actualité. C'est le retour des anciennes marques. Alors ça continue, on a eu déjà pas mal d'émissions comme Le Juste Prix qui sont revenues, comme maintenant l'Académie des Neuves qui serait sur le point de revenir, peut-être sur Énergie 12, peut-être avec Benjamin Castaldi. Émilie Lopez, c'est une bonne idée ça ? Alors, Benjamin Castaldi, je pense pas que ce soit une bonne idée. Non. Pourquoi ? Je l'apprécie beaucoup en tant qu'animateur, mais animateur de jeu, il n'est pas très très bon. Les 3 jeux qu'il a animés se sont viandés, excusez-moi, passez-moi l'expression. Il a fait 1 contre 100, ça n'a pas fonctionné. Il a fait La Roue la Fortune, ça n'a pas fonctionné. Il a fait The Winner Is, ça n'a pas fonctionné. Mais c'est lui ou c'est les jeux qui étaient pas bons ? Moi je le trouve pas bon en jeu. Je trouve qu'en divertissement il est génial, il est très drôle, il est très frais, mais en jeu je trouve qu'il sait pas, c'est un style le jeu. Éric Le Bourris c'est pas d'accord visiblement. Non, je suis pas complètement d'accord. Je pense que Benjamin Castaldi ça reste quand même un animateur de Ligue 1 malgré tout, même s'il est un peu clairement aujourd'hui dans le creux de la vague. Je pense que s'il enfourche le bon cheval, le bon projet. Et l'Académie des Neuves, c'est le bon projet ?
Je ne sais pas si c'est bon le projet. Je crois qu'il a beaucoup de projets en ce moment. Benjamin Castaldi, il est très actif. Il rencontre beaucoup de gens. Je pense pas que ce soit le seul projet. Parce que moi, non, c'est pas le seul, mais est-ce que c'est une bonne idée de remettre l'Académie des Neufs à l'antenne? Il a aussi fait Une famille en or. Il a fait le pilote d'Une famille en or. Ah, pour c'est TMC. nouveau ça aussi. Oui. L'Académie des Neufs, bon projet ou pas? Moi, je pense que c'est une très très bonne idée. Bon, j'avais que 3 ans à l'époque quand ça s'est arrêté, donc je m'en souviens pas trop. Mais je sais que Cyril Hanouna avait fait une émission sur France 4 qui s'appelait Les portes ouvertes à toutes les fenêtres, voilà, un truc comme ça. qui avait plutôt bien marché, qui était assez rigolote et qui était un peu sur le même style. Et j'aimais beaucoup. Donc je pense que ce serait une bonne idée. Eric. Alors le problème, c'est quand on récupère une ancienne marque, c'est souvent la mode à la télévision, parce qu'évidemment ça rassure les diffuseurs qui vont sur un format qu'ils connaissent. C'est pas forcément non plus toujours réussi. Le danger, c'est qu'on fasse la même chose, mais en un peu moins bien, en version TNT, et que les téléspectateurs ne soient pas forcément au rendez-vous, voire même un petit peu déçus. Sauf que là, ce serait produit par Shine. Et Shine, en l'occurrence, c'est quand même, rappelons-le pour les auditeurs, The Voice et Masterchef, c'est quand même une entreprise qui a beaucoup d'argent et qui met beaucoup d'argent dans ses programmes. Mais pour mettre de l'argent, il faut que la chaîne vous en donne. Bien En sûr. général. Oui, Et le vrai avantage de ces anciens formats, c'est l'identification et l'efficacité immédiate. C'est-à-dire que ça fait gagner un temps incroyable au service de com à faire présenter le concept, l'animateur. Là, vous dites l'Académie des Neufs, quand vous dites Une famille en or, ça parle à tout le monde. Et en plus, il faut savoir que adapter un format de télévision qui a déjà fait ses preuves n'est pas un gage de succès dès le départ. On peut évoquer Popstar qui était un flop, de Star Academy sur NH12 qui n'a pas été très rentable. Et les vieux formats qui migrent en TNT sont généralement condamnés à rester en TNT. Elles ne peuvent pas revenir sur les chaînes historiques. Un mot encore sur les jeux, avec ce qu'on a vu hier avec Nagui qui est quasiment à jeu égal avec Money Drop sur TF1. Est-ce que TF1 est à la peine avec son access, Eric? Est-ce que vous avez le sentiment qu'aujourd'hui il faudrait peut-être trouver d'autres choses pour l'access de TF1 justement? Je crois que TF1 cherche beaucoup en ce moment justement des alternatives dans les jeux, oui, notamment. Et c'est clair qu'il y a un effet Nagui assez stupéfiant. Il y a un effet champion en ce moment. Il y a une championne qui a passionné les téléspectateurs, qui est partie hier. Et là, il y a un effet direct sur l'audience. Le jeu est effectivement. Donc TF1 est à la peine et cherche des émissions de remplacement pour vous. TF1 cherche des nouveaux formats, a fait des pilotes et voilà, devrait bientôt prendre des décisions. Et justement, à propos de Nagui, il a fait le buzz samedi soir avec cette déclaration qu'il a faite concernant ce sondage qui aurait été fait par France Télévisions il y a plusieurs années pour savoir si ça dérangeait les téléspectateurs de voir, je cite, un arabe dans une émission d'Access Prime Time. France 2 derrière a démenti. Vous croyez que c'est possible, Émilie? Moi, je pense que ça s'est passé, effectivement. Vous pensez que ça s'est passé? Ah ouais, bien sûr. Moi, je pense que... Eric dit non, mais allez-y, développez, Émilie. On sait très bien que de toute façon, les chaînes font beaucoup de sondages dont on n'est pas forcément au courant pour savoir ce qui plaît, ce qui plaît pas, et c'est normal. Non, mais avec cette question-là, est-ce que ça vous gêne d'avoir un arabe en accès? Moi, je trouve que cette question est scandaleuse. Moi, ce que je reproche un petit peu à Nagui, quand même, c'est qu'il est arrivé, il a balancé cette bombe et qui est absolument énorme et qui est scandaleuse. Et après, il a dit je vous ai dit ça, mais maintenant, je veux plus en parler. Donc, assume, va jusqu'au bout, explique qui, quoi, quand, comment. En tout cas, vous le tutoyez, c'est ce que j'ai remarqué. Eric alors là où je rejoins Émilie, c'est vrai qu'on a envie de dire à Nagui, explique-toi. Vous le tutoyez tous donc. Mais effectivement, non, moi je suis plus dubitatif sur cette histoire parce que ça me paraît. Mais pourquoi il aurait raconté ça si c'était pas vrai? Je sais pas, peut-être qu'il essaie de déformer ou je sais pas. Mais en tout cas, aux gens, poser une question, formuler une question dans une enquête en utilisant un critère ethnique, ça me paraît quand même hautement improbable. C'est quelque chose qui est proscrit par la loi. Maxime Guény, qui n'est pas très légal. Nagui n'aurait pas menti. 2, ça s'est fait il y a 10 ans. 3, France Télévisions. France 2 a bien fait de réagir parce qu'effectivement, la direction actuelle n'a rien à voir avec ce qui s'est fait il y a près d'une décennie. Et puis, aujourd'hui, les chaînes de télévision sont dépendantes des études en tout genre pour toutes les émissions et pour tous les animateurs. Est-ce que vous aimez cet animateur? Le trouvez-vous sympathique? Et en fonction du panel, vous avez ce qu'on appelle un feedback, c'est-à-dire un retour très concret qui va permettre de positionner le curseur. On va rajouter un peu de ci, un peu de ça, changer un peu l'éditorial. Donc voilà, les études et la télévision font la paire très vite. Très bien. Autre sujet qui a pris naissance ici, qui est devenu une polémique alors qu'on s'y attendait vraiment pas, c'est Antoine Decaune qui, au micro de Romain Ambro, ici, quand on lui parlait de l'année prochaine, et Romain lui disait donc en général les choses vont se décider au mois de mai. Finalement, Antoine Decaune a dit mais non, mais c'est fait, c'est tapé. Et puis on a diffusé cet extrait d'interview et puis Canal a réagi derrière en disant non, rien n'est fait. Maxime Guény, c'est vrai que c'est étonnant de voir la chaîne qui contredit comme ça son animateur. Qu'est-ce que ça cache? Qu'est-ce que ça veut dire? Je peux vous le confirmer parce que j'étais aux côtés de Romain lorsqu'on a fait l'interview d'Antoine Decaune. Il l'a dit avec son petit sourire malicieux propre à sa personnalité. Donc effectivement, on était assez étonnés de ça. Ensuite, on était voir Maxime Sada, le directeur général adjoint, qui pour le coup avait un discours beaucoup plus fermé, beaucoup plus concentré. C'est normal en tant que patron. Et je crois que Canal+
aime contrôler totalement sa communication et aime totalement contrôler un peu plus que les autres chaînes. Oui, mais enfin, de là à contredire, parce que c'est une façon de contredire son animateur. Mais en disant que rien n'est acté, il y a deux solutions. Soit on se dit que voilà, ils attendent une annonce en grande pompe en disant qu'il y a une reconduction du Grand Journal, ce qui est très fort probable. Soit ils annoncent un réaménagement de l'Access, c'est un peu moins attendu, mais rien n'est impossible en télévision. Eric ? Moi j'ai envie de dire fini les animateurs stars ou rois ou c'est la chaîne qui dirige. Voilà, ils sont un peu devenus des salariés presque comme les autres. Émilie moi je trouve ça scandaleux. À quel moment une chaîne désavoue à quel moment une chaîne désavoue son animateur phare de son émission phare? C'est quand même dingue d'agir comme ça, de dire non mais si ça se trouve tu reviendras pas. C'est très symptomatique de ce qui se passe chez Canal. C'est vrai que nous on a un petit peu de mal à travailler avec Canal parce que justement ils bloquent tout, ils veulent tout contrôler tout le temps, tout et voilà, et ça représente vraiment, c'est pas du tout esprit Canal.